Le 18 mars 2010, Kimberly Kimmy Proctor, 18 ans, avait rendez-vous avec sa grand-mère pour l'essayage de sa robe de fin d'études. Un moment qui aurait dû être rempli de joie, mais qui n'a jamais eu lieu. Le tissu de la robe est toujours là, symbole déchirant d'un avenir violemment éteint. Le meurtre de Kimberly Proctor allait dévaster sa famille et choquer la nation, révélant une terrifiante convergence de violences juvéniles, de troubles psychologiques profonds et du sombre potentiel du monde numérique. Son histoire prouve que la plus grande menace vient parfois de ceux que l'on considère comme des amis. Si vous trouvez de la valeur dans ces histoires qui nous poussent à réfléchir, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à Traces perdues et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Au-delà des circonstances tragiques de sa mort, Kimberly était une jeune femme pleine de passion et de projets. Elle avait une profonde affection pour les animaux et s'apprêtait à commencer du bénévolat au BCSPCA Wild Ark, un centre de sauvetage de la faune locale. Cette aspiration témoigne d'un caractère bienveillant et compatissant, un contraste frappant avec la cruauté inhumaine à laquelle elle allait être confrontée. Sa vie, comme celle de beaucoup d'adolescents, se déroulait aussi en partie en ligne. Elle était active sur des plateformes comme Facebook et sur des sites de niche tels que Vampire Freaks, une communauté pour les personnes intéressées par la sous-culture gothique. C'est dans ces espaces numériques qu'elle a exprimé certaines de ses angoisses. Dans une publication, elle a révélé avoir été victime de harcèlement et a avoué « J'ai en fait peur des adolescentes ». Cette peur exprimée est un élément crucial pour comprendre le paysage psychologique de l'affaire. Alors que Kimberly se méfiait d'une menace perçue et spécifique, le harcèlement de la part de ses camarades féminines, le danger mortel a émergé d'une source différente et tragiquement sous-estimée. 2 camarades de classe masculins qu'elle considérait comme faisant partie de son cercle social. Sa volonté de les rencontrer le jour de son meurtre, sous prétexte d'excuses, suggère une confiance de base qu'ils allaient cruellement exploiter. Cette dynamique révèle une erreur fatale dans l'évaluation de la menace, où une anxiété connue envers un groupe a peut-être masqué le danger bien plus insidieux posé par des individus qui avaient réussi à se faire passer pour des amis. Le capital social et la confiance, des formes de richesse immatérielle, ont été ici transformées en armes contre elle. L'archive numérique des interactions entre Kimberly Proctor et ses futurs meurtriers, Cruz Wellwood et Cameron Moffat, fournit une transcription glaçante et complète de manipulation, de harcèlement et de guerre psychologique. Leur communication en ligne n'était pas simplement une toile de fond pour le crime. Elle faisait partie intégrante de leur mode opératoire, un outil essentiel qui a permis aux agresseurs de tester les limites, d'intensifier leur agression et de préparer le terrain psychologique pour la violence physique à venir. La relation, telle que documentée dans les conversations en ligne, a commencé par un effort calculé pour construire un rapport de confiance. Wellwood et Moffat ont tous deux utilisé la flatterie et une fausse vulnérabilité pour attirer Kimberly. Dans un échange, Wellwood lui a dit « Je ne peux pas te mentir. Tu me fais sentir très honnête pour une raison quelconque, une tactique de manipulation classique conçue pour désarmer et créer un faux sentiment d'intimité. » Ils ont capitalisé sur ses insécurités, Wellwood la rassurant « Tu es belle comme tu es », après qu'elle se soit décrite comme petite et potelée. Cette phase initiale d'amitié feinte a été cruciale pour établir la confiance qu'ils allaient trahir plus tard, montrant une économie perverse des émotions où les compliments étaient des investissements pour des gains bien plus sinistres. Le ton de ces interactions, cependant, a rapidement changé, passant de l'amitié au harcèlement et aux menaces ouvertes. Le support en ligne, avec sa désinhibition inhérente, a permis à leur agression de s'envenimer et de croître. Après la mort du lapin de Kimberly, Moffat lui a envoyé une série de messages glaçants. « Tu as l'urine de la mort sur toi », suivi de « Tu vas mourir la prochaine ». Les moqueries sont devenues une forme de torture psychologique. Wellwood, lorsque Kimberly lui a demandé pourquoi il s'en prenait à elle, a répondu par une menace terrifiante « Si je m'en prenais à toi, je t'aurais démoli mentalement. Tu te serais probablement suicidé. » L'agression a également pris une dimension sexuelle distincte. Moffat est devenu de plus en plus explicite dans ses avances, l'invitant à une fête dans mon pantalon et tentant de la faire chanter pour qu'elle s'expose sur sa webcam.
il a menacé de divulguer des versions manipulées de leur conversation à son ex-petite amie, l'avertissant « Je peux faire croire que tu l'as fait, je suis un geek en informatique après tout ». Ce schéma d'escalade de la coercition sexuelle et de l'intimidation a créé un environnement de peur et de contrôle. Un catalyseur essentiel dans cette dynamique semble avoir été le rejet. Kimberly était brièvement sortie avec Wellwood avant de rompre avec lui par SMS, une méthode qu'il a clairement mal prise répondant « Vraiment? Un SMS? Tu aurais pu simplement m'appeler. » Cet incident spécifique, associé à un rejet plus général des avances de Wellwood par Proctor, correspond à des phénomènes psychologiques documentés où certains hommes répondent au rejet amoureux par l'agression. Cette dynamique révèle comment un sentiment de rejet, une blessure d'ego peut, dans un esprit dérangé, se transformer en une quête de pouvoir et de contrôle, une sorte de richesse tordue et macabre. L'absence de perspective d'avenir et de gain légitime pour ces jeunes hommes a pu nourrir leur désir de domination par d'autres moyens. Le monde numérique était devenu l'arène où leurs ressentiments s'exprimaient et s'amplifiaient, créant un chemin direct des menaces en ligne à la violence méticuleusement planifiée qui mettrait fin à la vie de Kimberly Proctor. Le meurtre de Kimberly Proctor n'a pas été un acte de rage spontané, mais un crime prémédité, né d'un monde partagé de fantasmes violents. Les preuves numériques accablantes, recueillies par les enquêteurs, ont révélé que Cruz Wellwood et Cameron Moffat avaient méticuleusement planifié l'enlèvement, la torture et le meurtre. Leur intérêt commun pour les ordinateurs et les jeux en ligne avait muté en une obsession pour la sexualité déviante et la violence, un monde imaginaire qu'ils cultivaient activement et qui a finalement débordé dans la réalité. Pour eux, ce plan n'était pas une simple idée, mais un véritable projet, un investissement dans leurs désirs les plus sombres, dont ils attendaient des gains macabres sous forme de pouvoir et de sensations fortes. Le 18 mars 2010, le jour du meurtre, les deux adolescents ont utilisé une conversation en ligne pour finaliser leur plan horrible. Ils ont discuté en détail de la manière dont Wellwood rencontrerait Kimberly à un arrêt de bus pour l'amener chez lui. Ils ont exposé leur intention de lui lier les bras et les jambes, de la violer et, détail particulièrement sadique, de remplir son corps de drano une fois leur forfait accompli. Le message de Wellwood: « Je vais lui arracher son piercing de nez et le brûler sa chair », exposait la nature profondément personnelle et sadique de l'agression planifiée, allant bien au-delà du simple homicide pour entrer dans le domaine de la torture. Cette idéation homicide n'était pas nouvelle. Lors de son interrogatoire ultérieur par la police, Moffat a admis avoir discuté de diverses techniques de meurtre avec plus d'une douzaine de personnes en ligne, ce qui indique un intérêt de longue date et bien développé pour le sujet. Le plan visant à tuer Kimberly était l'aboutissement de ses fantasmes. L'absence totale de remords des tueurs et la nature glaçante de leur psychologie ont été mises à nu dans les jours qui ont suivi le meurtre. La nuit même de l'agression, alors que le corps de Kimberly se trouvait dans un congélateur de la maison, Moffat tentait déjà d'attirer une deuxième jeune fille sur les lieux par SMS. 7 jours plus tard, dans une autre conversation en ligne, Moffat écrivit à Wellwood « Alors, puisque nous avons tué cette salope et que ce n'était pas si difficile, nous devrions le refaire. » Cette déclaration est un témoignage brutal de leur psychopathie profonde, considérant le meurtre non pas comme une transgression horrible, mais comme un accomplissement à la fois facile et reproductible. Leur économie morale était en faillite. Le coût d'une vie humaine était nul à leurs yeux, éclipsé par la promesse d'une montée d'adrénaline. Moffat a d'ailleurs décrit plus tard le meurtre à la police comme « intéressant » et « la plus grande montée d'adrénaline que vous ayez jamais eue ». S'appuyant sur l'exposé conjoint des faits présentés au tribunal et d'autres dossiers officiels, une chronologie claire et horrifiante du crime se dessine. La séquence a commencé par un acte de tromperie calculé. Kimberly Proctor a été attirée au domicile de Cruz Wellwood à Langford sous le faux prétexte que lui et Cameron Moffat souhaitaient s'excuser pour leur méchanceté passée. Une fois à l'intérieur, l'attaque a commencé. Pendant plusieurs heures, Kimberly a été ligotée avec du ruban adhésif, bâillonnée avec une chaussette pour étouffer ses cris et systématiquement battue. Elle a ensuite été agressée sexuellement à plusieurs reprises par ses deux agresseurs. La violence
a atteint un sommet avec des mutilations au couteau, un acte qui témoigne du sadisme extrême qui motivait le crime. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant l'asphyxie, après que Wellwood lui ait mis un sac sur la tête pour l'étrangler. Même après sa mort, la dégradation du corps de Kimberly a continué. Dans un acte d'une perversité sexuelle extrême, Wellwood et Moffat se sont livrés à la nécrophilie. Suite à cela, ils ont dissimulé sa dépouille en la plaçant dans un grand congélateur dans la maison où elle est restée toute la nuit. Le 19 mars 2010, le lendemain du meurtre, Wellwood et Moffat ont exécuté la phase finale de leur plan, se débarrasser du corps de Kimberly. Leur méthode était aussi audacieuse que glaçante. Ils ont sorti les restes de Kimberly du congélateur, les ont placés dans un grand sac de sport et ont quitté la maison. Plutôt que d'utiliser un véhicule privé ou d'agir au cœur de la nuit, ils ont choisi de transporter le corps en utilisant les transports en commun. Ils sont montés dans un bus de ville, transportant le sac contenant le corps de Kimberly au milieu des autres passagers, et se sont rendus jusqu'au sentier Galloping Goose, un parc régional populaire. Cet acte démontre un niveau de détachement et une absence de peur profondément anormaux. S'asseoir dans un bus public entouré de citoyens sans méfiance, tout en dissimulant un crime aussi horrible, reflète un vide complet des filtres sociaux et émotionnels qui régissent le comportement humain. Une fois arrivés au sentier, ils ont transporté le sac jusqu'à un endroit isolé sous un pont. Là, ils ont tenté de détruire les preuves restantes en arrosant son corps d'un accélérant et en y mettant le feu. C'est ici, le 19 mars, que les restes gravement brûlés de Kimberly Proctor ont été découverts par un passant, projetant l'horreur privée de son meurtre dans la sphère publique et déclenchant une enquête policière de grande envergure. L'enquête sur le meurtre de Kimberly Proctor s'est rapidement concentrée sur sa vie numérique, un monde où les adolescents s'expriment souvent plus librement que dans la vie réelle. Pour Wellwood et Moffat, cet univers digital est devenu leur perte. Ils avaient à laisser derrière eux ce qu'un journaliste a judicieusement décrit comme une transcription continue de leurs crimes, une piste de miettes de pain électronique qui a mené les enquêteurs directement à eux. Dès le début, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, a traité les activités en ligne de Kimberly comme un élément essentiel de l'enquête. La percée décisive, cependant, ne semble pas provenir de ce que les enquêteurs ont trouvé, mais de ce que les tueurs eux-mêmes ont révélé. Croyant que la fonction de chat du jeu en ligne World of Warcraft était éphémère et non enregistrée, Cruz Wellwood l'a utilisée pour avouer le meurtre à sa petite amie à distance, à Halifax, 5 jours seulement après le crime. Cameron Moffat a ensuite rejoint la même conversation et a confirmé les détails. Wellwood a même envoyé à sa petite amie des liens vers des articles de presse sur le meurtre via MSN Messenger pour étayer ses aveux. Cet aveu numérique a fourni à la police la preuve directe dont elle avait besoin. Une confession qui n'avait aucun prix monétaire, mais qui valait de l'or pour l'accusation. L'enquête a culminé en juin 2010, environ 3 mois après le meurtre, avec les arrestations de Cruz Wellwood et Cameron Moffat. La richesse des preuves numériques, y compris les journaux de discussion, les SMS et les publications sur les réseaux sociaux, a constitué l'épine dorsale du dossier de l'accusation contre eux. Les preuves recueillies lors des interrogatoires de police et des conversations enregistrées secrètement offrent une fenêtre rare et troublante sur l'esprit des 2 tueurs. Ces enregistrements capturent leurs tentatives de manipulation, leur manque d'empathie glaçant et les différences frappantes dans leur personnalité et leur dynamique familiale. L'interrogatoire filmé de 9 heures de Cameron Moffat, le 20 juin 2010, est un cas d'école en matière de déviation psychologique et de contrôle narratif. Bien qu'il ait été réticent à fournir des détails spécifiques sur son rôle dans le meurtre, il a volontiers partagé des informations explicites sur sa vie personnelle, y compris des affirmations selon lesquelles il était un ancien dépendant sexuel. Tout au long de l'entretien, il a constamment tenté de se présenter comme un suiveur soumis, contraint de participer par un Cruz Wellwood dominant et taré. Cette stratégie est un exemple classique de Darvo, nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur, une tactique couramment utilisée par les agresseurs pour se soustraire à leurs responsabilités, une tentative de réduire son futur coût judiciaire. La preuve la plus accablante de leur psychopathie commune
provenait peut-être d'une conversation enregistrée, alors qu'ils étaient transportés dans un fourgon de shérif le 21 juin 2010. Croyant être seuls, leur conversation était d'une nonchalance choquante. Ils plaisantaient sur la mauvaise qualité de la nourriture en prison, sur la façon de coiffer leurs cheveux gras et sur la couverture médiatique du meurtre qu'ils venaient de commettre. Ils se moquaient des interrogateurs de la police et de l'examinateur du polygraphe. À un moment donné, Wellwood a éclaté de rire en racontant qu'un officier lui avait demandé s'il ressentait des remords pour le crime. Cette conversation, dépourvue de toute peur, culpabilité ou empathie, constitue une preuve irréfutable de leur profond détachement émotionnel face à la réalité horrible de leurs actes. Leur richesse émotionnelle était inexistante. Les transcriptions des appels téléphoniques avec leurs parents, enregistrés après leurs arrestations, ont révélé d'autres complexités psychologiques et des environnements familiaux radicalement différents. Les appels de Wellwood avec sa mère dégénéraient fréquemment en disputes colériques et en tentatives de manipulation émotionnelle. En revanche, Moffat était plus calme et réceptif aux conseils de ses parents, écoutant sa mère lui expliquer comment se comporter au tribunal. Ces enregistrements ont fourni un contexte précieux pour les évaluations psychologiques qui allaient en suivre, peignant le portrait de deux jeunes hommes dont l'économie interne était complètement déréglée, incapables de percevoir la valeur de la vie humaine. Pour comprendre la dynamique qui a mené au meurtre, il est essentiel de comparer les profils individuels de Cruz Wellwood et Cameron Moffat. Bien qu'ils partageaient des traits pathologiques fondamentaux, leurs antécédents, leur comportement et leur présentation différaient de manière significative. Wellwood, âgé de 16 ans au moment du crime, était l'enfant unique de parents séparés. Son père purgeait une peine de prison à vie pour le viol et le meurtre d'une jeune fille de 16 ans, un parallèle glaçant qui soulève des questions troublantes sur l'héritage de la violence. Dès son plus jeune âge, Wellwood a montré un comportement difficile, mettant le feu et se montrant verbalement et physiquement violent envers sa mère. À l'école, il a été classé comme ayant des besoins comportementaux intensifs. Moffat, âgé de 17 ans, avait également des parents séparés et aurait été victime d'abus sexuels à l'âge de 3 ans. Son enfance a été marquée par des comportements destructeurs et dangereux, comme donner un coup de pied au chien de la famille au point de lui casser la patte. Il a été suspendu puis expulsé de l'école pour y avoir apporté un cutter. Ses parcours de vie, dépourvus de stabilité et de perspectives positives, ont créé un vide que seule la recherche de sensations fortes et d'une forme perverse de richesse, le pouvoir absolu sur autrui, pouvait combler. Les évaluations officielles ordonnées par le tribunal ont diagnostiqué les deux adolescents comme étant des psychopathes atteints d'un trouble des conduites et de paraphilie sexuelle déviante, y compris le sadisme sexuel. Ce ne sont pas des diagnostics de troubles adolescents temporaires, mais de structures de personnalité profondément enracinées. La question d'une composante génétique, l'argument de la nature, est plus prononcée dans le cas de Cruz Wellwood. Sa propre mère, dans une conversation enregistrée par la police, s'est demandé à voix haute si son fils avait hérité d'une personnalité psychopathique de son père. Bien qu'il n'existe pas de gène de la psychopathie unique, la recherche a identifié des facteurs génétiques pouvant augmenter le risque de troubles de la personnalité antisociale. L'excuse présentée par Wellwood lors de sa condamnation, où il affirmait avoir toujours détesté son père pour ce qu'il avait fait, est une déclaration d'une complexité psychologique profonde. Elle pourrait être interprétée comme une tentative manipulatrice d'obtenir de la sympathie, une expression d'un véritable dégoût de soi, ou une reconnaissance tragique d'un schéma familial de violence répétée. La composante culture ou environnementale est tout aussi convaincante pour les deux tueurs. Tous deux ont enduré des enfances instables et dommageables. Wellwood a grandi avec un père absent, a été ballotté entre sa mère et ses grands-parents et a eu une relation volatile et abusive avec sa mère. Les parents de Moffat se sont également séparés quand il était jeune et il aurait été victime d'abus sexuels à un âge précoce, un traumatisme infantile précoce significatif. De telles expériences négatives durant l'enfance sont des facteurs de risque reconnus dans le développement de comportements antisociaux et de troubles de la personnalité. L'économie de leur développement a été marquée par un déficit affectif et moral abyssal.
L'aspect le plus terrifiant de l'affaire est peut-être la synergie de leur pathologie. Ils se sont rencontrés à l'école primaire et en grandissant, ont découvert un intérêt commun qui est passé des ordinateurs aux fantasmes sexuels violents. Il ne s'agissait pas d'une personnalité dominante menant un suiveur passif. Au lieu de cela, ils ont formé un partenariat symbiotique, une sous-culture à deux où leurs pensées les plus déviantes étaient non seulement partagées, mais validées et amplifiées. La pathologie de l'un renforçait celle de l'autre, créant une boucle de rétroaction dangereuse qui a normalisé leur idéation violente. Dans cet environnement toxique, le passage du fantasme à l'acte est devenu non seulement possible, mais probable. L'évaluation de Moffat de leur dynamique, lors d'une audience de libération conditionnelle, la qualifiant de cocktail malsain, est peut-être la description la plus précise du partenariat mortel qu'ils ont formé. Un partenariat où les seuls gains possibles étaient la destruction et la mort. Face à une montagne de preuves accablantes, y compris leurs propres aveux numériques et déclarations incriminantes, Cruz Wellwood et Cameron Moffat ont plaidé coupables de meurtre au premier degré en octobre 2010. L'audience de détermination de la peine a eu lieu en avril 2011. Le 4 avril, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Robert Johnston, a prononcé leur sentence. Reconnaissant la brutalité extrême et la nature calculée du crime, le juge Johnston a condamné les deux adolescents comme des adultes, l'option la plus sévère disponible en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents du Canada. Tous deux ont reçu une peine de prison à vie. En même temps, le juge a levé l'interdiction de publication qui protégeait leur identité en tant que jeunes contrevenants depuis leurs arrestations en juin précédent, permettant au public de connaître les noms des assassins de Kimberly Proctor. Cependant, un élément crucial de la peine qui deviendrait un point central de la lutte ultérieure de la famille Proctor était la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Bien que condamnés en tant qu'adultes, les dispositions de la loi pour les jeunes contrevenants signifiaient que leur période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle était fixée à 10 ans, le maximum disponible pour leur catégorie d'âge. Cela contraste fortement avec la période d'inadmissibilité automatique de 25 ans pour un adulte reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le coût pour la société semblait réduit sur le papier, mais pour la famille, cette différence représentait un échec systémique. Pour la famille de Kimberly Proctor, la conclusion du procès pénal n'a pas mis fin à leur calvaire, mais a marqué le début d'une nouvelle lutte continue avec le système judiciaire. Comme l'a déclaré le père de Kimberly, Fred Proctor, dans ce pays, ce sont les familles des victimes qui purgent la peine de prison à vie. Le processus de libération conditionnelle en particulier est devenu une source de traumatisme récurrent. Wellwood et Moffat sont devenus admissibles à une semi-liberté en 2018. Depuis lors, tous deux ont fait de multiples demandes pour diverses formes de mise en liberté sous condition. Mais à ce jour, toutes leurs demandes de semi-liberté et de libération conditionnelle totale ont été rejetées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Les décisions de la Commission ont toujours été fondées sur des évaluations psychologiques d'experts qui continuent de classer les deux hommes comme présentant un risque élevé de récidive violente et sexuelle. Les gains espérés de leur réhabilitation se sont avérés inexistants. La famille Proctor est restée inébranlable dans son opposition à toute forme de libération, participant aux audiences pour s'assurer que leur voix soit entendue et que la mémoire de Kimberly soit honorée. Le comportement de Wellwood et Moffat en détention fournit des preuves convaincantes que les pathologies fondamentales identifiées au moment de leur condamnation restent largement inchangées. Le dossier institutionnel de Cruz Wellwood est particulièrement troublant. En juin 2023, une fouille de sa cellule a permis de découvrir de nombreux dessins représentant des abus sexuels et la torture de femmes et d'enfants. Confronté, Wellwood a qualifié ses créations dérangeantes d'exutoires sains pour ses fantasmes, démontrant un trait psychopathique classique, apprendre le vocabulaire de la réhabilitation sans aucun changement interne véritable. De plus, la commission a noté que Wellwood correspondait secrètement avec une jeune fille de 17 ans et qu'il tentait d'excuser son incapacité à montrer des remords en suggérant qu'il souffrait du syndrome d'Asperger.
Le comportement de Cameron Moffat a été plus subtil mais tout aussi préoccupant. Une évaluation psychologique l'a décrit comme profondément sans remords. Lors de ses audiences, il a continué à minimiser son propre rôle dans le meurtre, attribuant ses actions à son traumatisme d'enfance et à la puissante influence de Wellwood. Ce comportement post-condamnation valide les sombres pronostics initiaux des psychiatres légistes. L'économie de leur psyché n'a pas changé. Le système correctionnel a réussi à les contenir, mais il ne les a pas fondamentalement changés. Le risque qu'ils posent n'est pas éliminé, mais simplement latent. Face à un deuil inimaginable, la famille Proctor a pris la décision consciente de canaliser sa douleur dans une campagne soutenue pour un changement systémique, s'assurant que l'héritage de Kimberly soit celui de la prévention et de la protection. Cette initiative s'est cristallisée en un ensemble de propositions de réformes législatives connues sous le nom de « Loi de Kimberly ». La famille a lancé une campagne publique pour rallier le soutien à leurs propositions qui visaient à réformer les lois provinciales et fédérales régissant les jeunes à risque et violents. Les propositions incluaient l'obligation pour les écoles de mettre en œuvre des protocoles d'évaluation des menaces, d'accorder aux tribunaux le pouvoir d'imposer des traitements obligatoires pour les jeunes à risque et de tenir les parents civilement responsables des actions violentes de leurs enfants s'ils ne cherchent pas d'aide. Le combat pour la loi de Kimberly a mis en lumière les failles d'un système qui n'a pas su protéger leurs filles, transformant une tragédie personnelle en un appel à l'action nationale. Le coût émotionnel de cette lutte était immense, mais les gains potentiels pour la sécurité future d'autres enfants étaient inestimables. Le meurtre de Kimberly Proctor a forcé la communauté et le Canada dans son ensemble à une conversation difficile, mais nécessaire sur la violence chez les jeunes, les signes avant-coureurs de maladies mentales graves et le but fondamental du système judiciaire. L'affaire met en évidence le défi profond d'identifier et d'intervenir efficacement auprès des jeunes à haut risque. Wellwood et Moffat ont tous deux présenté de nombreux signaux d'alarme tout au long de leur adolescence. Violence, cruauté envers les animaux et problèmes de comportement croissants. L'échec des systèmes sociaux, éducatifs et de santé mentale existants à reconnaître la gravité de ces signes est un thème central de l'héritage de l'affaire. De plus, ce cas est un exemple marquant du rôle des médias numériques dans la promotion et la facilitation de l'idéation violente. Internet leur a fourni un espace privé pour cultiver leurs fantasmes sadiques communs et un outil pour planifier la logistique de leurs crimes. Finalement, le plaidoyer incessant de la famille Proctor pour la loi de Kimberly les a placés au centre du débat sur la philosophie de la justice pour les jeunes au Canada. Leur combat remet en question si un système conçu pour des jeunes immatures et récupérables est adéquatement équipé pour traiter des individus qui, malgré leur âge chronologique, présentent les traits fixes et dangereux de psychopathes adultes. L'héritage le plus durable de cette affaire est la force inébranlable de la famille Proctor. Ils ont refusé que Kimberly soit définie uniquement par l'horreur de sa mort. Par leur plaidoyer infatigable, ils ont cherché à créer quelque chose de positif à partir d'une tragédie indicible, luttant pour réformer les systèmes qui ont laissé tomber leurs filles dans l'espoir d'empêcher une autre famille de subir le même sort. L'histoire de Kimberly Proctor n'est pas seulement celle d'une perte tragique, mais aussi celle d'un amour qui perdure et d'un combat pour la justice qui refuse de s'éteindre. Merci de nous avoir rejoints sur Traces perdues. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de faire la lumière sur des affaires qui ne doivent jamais être oubliées.